Hello hello Amandine, bienvenue dans My New Business, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, merci Rachel, je suis très contente d'être là. Ouais, c'est super cool. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais? Alors, moi c'est Amandine, à la base je suis coach diplômée d'État, ça remonte à il y a quand même très longtemps, assez longtemps, 2004. Okay. J'ai beaucoup baigné dans le fitness, je me suis au fur et à mesure tournée vers la nutrition, le bien-être, la santé en général. Donc à l'heure actuelle, je propose des solutions forme, bien-être, santé qui tournent autour de ces piliers que sont le mouvement, la nutrition, l'optimisation du cadre de vie. Et je finis normalement d'ici la fin de l'année des études en naturopathie pour devenir naturopathe certifiée. Voilà. Ah, trop cool. Ouais. Ça nous fait plein de trucs, plein de sujets intéressants. Dans My New Business, on aime bien un peu revenir sur le parcours des gens. Et le tien est très intéressant, je pense. Donc, j'avais vu dans une de tes vidéos, tu disais que tu n'avais pas eu ton bac, tu avais fait un apprentissage à la place. Et c'est un apprentissage dans quoi que tu as fait? Alors, en fait, moi j'étais en rupture scolaire en seconde. Bon, il y a eu évidemment déjà des facteurs familiaux qui ont beaucoup pesé dans la balance, mais aussi le fait de ne pas cadrer, de pas supporter. Je ne supportais pas ce système qui met les gens dans des cases, avec ce système de notation. Donc en fait, j'avais pas du tout de problème en termes de scolarité, tout se passait très bien, je devais passer en première L, sauf qu'à la fin de ma seconde, j'ai jeté l'éponge, ça me plaisait pas, et j'ai fait un gros doigt d'honneur au système scolaire, et donc j'ai décidé de pas prolonger. À l'époque, j'étais passionnée par le monde du cheval. J'étais pratiquante déjà depuis très longtemps. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. D'accord. J'étais plus passionnée des chevaux que d'équitation. Mais je faisais vraiment tout. Je faisais de la compétition, j'ai fait du spectacle équestre aussi. Et j'adorais le matériel d'équitation. D'accord. Donc voilà, tout ce qui est selle, bride, etc. Et j'ai découvert complètement par hasard, c'était un bon concours de circonstances pour faire un cadeau, un atelier de sellerie harnachement, donc un artisan qui a ouvert son atelier à Toulouse, qui fabrique des selles, des brides sur mesure, etc. Je suis rentrée dans sa boutique et je suis tombée amoureuse. Et donc j'ai décidé d'en faire mon métier. Ok. Voilà, comme ça. Trop bien. C'est tombé en fin d'année, enfin voilà, vraiment le timing absolument parfait. Alors c'était un peu compliqué parce que j'habitais à Toulouse, qu'évidemment il y avait un centre de formation en France qui se situait à Cholet et à La Roche-sur-Yon, donc en Vendée, pour obtenir ce CAP. Mais donc ça a été pendant 2 ans, j'ai pris le train de nuit tous les mois, c'était rock'n'roll. Et donc je suis sortie 2 ans plus tard avec un CAP de sellier harnacheur. Waouh. Ouais, donc je suis artisan à la base en fait. Truc de ouf. Ouais. Ouais. Génial. Et du coup, t'as continué dans ce domaine-là juste après ou... Pas du tout, parce que j'ai obtenu donc mon CAP à l'âge de 18 ans. Clairement, je n'avais absolument pas les épaules pour ouvrir, pour lancer mon activité, surtout dans une niche comme l'artisanat, comme la sellerie. Clairement, je le sentais pas. Donc mon employeur, maître d'apprentissage, lui, n'avait pas du tout les moyens de me prendre comme salarié, c'est impossible. Voilà, ça c'est l'artisanat en France, malheureusement. Et donc là, j'ai eu plusieurs mois de gros points d'interrogation où j'étais donc sortie du système scolaire. D'accord. J'avais pas mon bac. Ouais. J'avais un CAP qui me servait à rien du tout. Et j'ai commencé, j'ai fait des petits boulots, je réparais des petites bricoles pour les centres équestres, etc. Ok. Et voilà. Et j'ai découvert le fitness. Le flou, quoi. Ouais, complet. Okay. Je savais pas où j'allais, j'avais 18 ans. Je venais de me séparer de mon copain de l'époque avec qui je m'étais casée très très tôt. J'avais 2 chevaux sur les bras. Okay. Parce que j'en avais sauvé un de la boucherie. Enfin bon, bref. Donc voilà, Brigitte Bardot. On en revient, voilà. Et là, j'ai découvert complètement par hasard le fitness. Alors, issu du monde du cheval et de l'artisanat, le fitness, j'avais vraiment l'image, le cliché de Véronique et Davina, ou des bodybuildeuses. Enfin, vraiment, le fitness, mais qu'est-ce que c'est superficiel. Et en fait, à Toulouse, la salle, il y a une salle devant laquelle je passais tout le temps qui s'appelle Euphorie, qui faisait des portes ouvertes. Donc, ils alpaguaient beaucoup les gens. Donc, je me suis fait entraîner dans la salle pour faire un cours de body pump
le truc totalement improbable. Moi, à l'époque, en plus, je faisais du spectacle équestre. Enfin, c'était deux mondes opposés. Le mec avec qui je faisais du spectacle, lui, il crachait du feu. Enfin, c'était, voilà. Totalement improbable de me retrouver dans ce cours de body pump. J'ai adoré, je me suis inscrite parce que fallait que je fasse quelque chose. Et peut-être même pas 2 mois après, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Je veux être coach, je veux donner des cours. En plus, Euphorie, c'était un groupe de salle à Toulouse. À l'époque, il y avait une super dynamique. Voilà, avec beaucoup de présenteurs. Enfin voilà, donc ça donnait envie. Et donc, les tests d'entrée étaient au mois de juin de cette année-là. Je me suis préparée à fond. Moi, je ne connaissais absolument pas le milieu. Et à l'époque, c'était donc... le Krebs de Toulouse, avec des tests d'entrée super corsés. Il y avait 3 jours de tests. Et c'était c'était assez costaud, donc je me suis préparée comme une dingue. Il a fallu que je fasse une validation d'acquis par expérience aussi. Alors non, en fait, ça y est, je pars dans une histoire très longue, mais je vais faire court. Parce que pour maximiser mes chances, en fait, je m'étais aussi présentée à la version universitaire, en fait, qui est le DUST des métiers de la forme. Parce qu'à l'époque, il y avait ces 2 diplômes-là. Sauf que, par contre, pour pouvoir me présenter, n'ayant pas le bac, il fallait que je puisse être admise d'une autre manière. Donc, j'ai aussi fait une validation d'acquis par expérience. Donc voilà, ça a été une année vraiment très intense, préparation au test d'entrée, beaucoup de paperasse. Et puis finalement, j'ai été prise partout. Très bien. Ouais, trop bien. Mais voilà, enfin, clairement, je l'ai fait avec mes tripes. Je savais ce que je voulais. Voilà, vraiment, je savais ce que je voulais. Et du coup, j'ai opté pour la formation la plus avantageuse à l'époque, qui était le brevet d'état des métiers de la forme en contrôle continu. Donc, plein temps pendant 1 an en formation intensive au Krebs. Et donc, 1 an plus tard, j'ai obtenu mon diplôme, donc en 2004. Mon brevet d'état des métiers de la forme. Voilà. Waouh. Ouais. Et donc c'est une formation que tu fais en travaillant ou tu fais à plein temps? Alors à l'époque, c'est pour ça maintenant l'équivalent c'est le BPGEPS. Ils ont pas mal coupé au niveau du contenu pour que ce soit plus accessible aux personnes, parce qu'en fait à l'époque il y avait une possibilité de le faire en travaillant, mais du coup c'était sur 2 ans. Donc il y avait plein de gens qui pouvaient pas le faire. Et maintenant, ils ont proposé une formation donc en alternance avec beaucoup moins de contenu, mais plus accessible pour les gens, avec aussi des prérequis beaucoup moins élevés qu'à l'époque, parce que le concours d'entrée écrémait énormément. Et en fait, à la fin de l'année, il n'y avait pas non plus un taux de succès extraordinaire. Et du coup, il manquait de coach sur un marché qui était en pleine expansion. Donc, c'est pour ça que, il me semble, 2 ans après ma promotion, ils sont passés au BPGEPS pour pouvoir accueillir, pour pouvoir élargir en fait les possibilités de formation. Donc non, à l'époque c'était soit 1 an en contrôle continu, donc sans pouvoir travailler, j'ai eu de la chance, j'ai eu des subventions, synchronicité, aligné, quoi. Voilà, et donc j'ai pu obtenir mon diplôme en 1 an. Génial. Brevet d'état métier de la forme, du coup, et donc t'es devenue, avec mon équivalent du bac, je suis contente. C'est trop cool. T'es devenue prof par la suite dans une salle ou... J'ai fait mes premières armes chez donc Euphorie, et j'avais cette espèce, comme à la base je suis parisienne, j'avais cette volonté de remonter à Paris, vivre la grande vie. J'avais 20 ans, j'avais un peu écumé toutes les boîtes à Toulouse, donc j'en avais marre de ce microcosme, j'avais envie de ouvrir une nouvelle page, mûrir, et donc Paris pour ça c'était pas mal. Mes parents habitaient en Normandie, donc pas trop loin de Paris. Bon, après avoir fait les allers-retours pendant plusieurs années, je me suis rendu compte que c'était vachement loin quand même, la Normandie. Mais en tout cas, c'était quand même assez pratique. Donc, je suis remontée chez eux. J'ai postulé dans plein de clubs. J'ai été prise par Club Med Gym. C'est un peu l'école de beaucoup de coachs en fait. Enfin, à l'époque, évidemment, parce que ça a beaucoup changé maintenant. Mais ça a été très formateur. J'ai rencontré plein de monde. Et ensuite, je suis passée sur... une petite salle indépendante qui me semble tu connais, n'est-ce pas? Je trouve ça assez génial d'ailleurs. Mais il faut qu'ils s'accrochent parce que c'est important que les salles indépendantes perdurent. C'est Enjoy by FKC. Voilà, Enjoy by FKC qui propose aussi donc des cours de full contact, c'est ça? Oui, c'est ça. Semi-contact. Non, c'est full contact. Donc cette petite salle avec un très très gros esprit familial, donc ça a été très très formateur. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, j'avais quand même ce sentiment... Alors, 2 choses. Déjà, ça me gonflait royalement d'être employée. Voilà. Je suis arrivée à saturation. Absolument pas. Voilà. Donc en tout, j'ai passé 3 ans à être salariée et j'ai saturé au bout d'un moment complètement.
Et j'avais ce sentiment d'inachevé en fait de la sellerie. En fait, j'avais laissé cette page ouverte en cours d'écriture et puis j'avais rien fait avec. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir de plus en plus cette idée de créer mon activité en sellerie harnachement qui était quand même ma passion. Du coup, revenir sur... Okay. Bah, c'était ma passion à la base quand même. Et j'étais toujours dans le cheval. Donc... Tu montais à cette époque-là? Ouais, encore. Okay. Ouais. C'était avant que je décide d'arrêter. Mais je montais déjà... j'avais déjà une approche très très naturelle. C'est-à-dire que mon plus jeune cheval que j'ai sauvé quand il avait 2 ans n'a jamais eu de mort dans la bouche, par exemple. Okay. Enfin, j'étais déjà complètement en train de me couper de l'approche conventionnelle de l'équitation. Et donc, j'ai décidé de créer mon activité en tant qu'artisan sellier harnacheur. Okay. Parce qu'à l'époque, en plus, j'étais beaucoup sur les forums. C'était avant les réseaux sociaux. Il y avait des forums de discussion, voilà, c'était les ancêtres vraiment des réseaux sociaux. Et j'étais très très présente, des forums d'équitation naturelle, de spectacles équestres, etc. Donc voilà, ça m'a donné très très envie et puis je me suis lancée. Donc j'ai fait les formations à la Chambre des métiers, enfin j'ai vraiment suivi comme une élève modèle, j'ai suivi vraiment le chemin qu'il fallait pour ouvrir mon activité, sauf qu'en fait dans la réalité ça ne se passe pas du tout comme prévu et ça a été une claque monumentale. Ouais. J'avais évidemment très mal, du haut de mes donc 23 ans, très mal évalué mes coûts de production. Mon temps de travail, ma rentabilité, mes charges, les impondérables, et il y en a eu tellement. Ouais. Le fait d'être une jeune nana dans un milieu hyper macho, qui est la sellerie harnachement et le monde équestre. Ah oui? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de cavalières, mais à la base, c'est des gérants de centres équestres, des éleveurs, et c'est très macho. Ouais. Et je me suis fait arnaquer, pas payer. Les fournisseurs, comme j'étais une petite artisan, puis en plus j'étais une petite nana, ils m'envoyaient tous leurs rebuts. Je payais le prix fort pour vraiment de la matière première de qualité. J'avais toujours des problèmes. Enfin, ça a été très très dur. Okay. Ça a été très très dur. Donc j'ai passé un peu moins de 2 ans à bosser comme une dingue, sans dégager le moindre bénéfice. Donc 0 salaire, rien du tout. À l'époque, j'avais emménagé dans une petite maison. J'ai dû retourner chez mes parents. J'ai dû commencer à reprendre des petits boulots pour pouvoir juste... Voilà, exactement. J'en étais arrivée à un stade d'épuisement et de découragement et j'avais de plus en plus de demandes paradoxalement, sauf que c'était pas rentable. Et là où il aurait fallu que dès le départ je me positionne d'une manière beaucoup plus forte en termes de prix sur le marché, et ben évidemment j'ai fait comme toutes les personnes qui débutent et qui commencent à se lancer, j'ai essayé de m'aligner avec les prix moyens, alors que moi je faisais du sur-mesure à la main de A à Z. En fait tu valais beaucoup plus quoi. Voilà ce que je proposais évidemment. Donc voilà, j'ai un peu accumulé toutes les erreurs de l'entrepreneur débutant et donc ça s'est soldé par une liquidation. En fait, j'ai fait faillite. Mon cabinet comptable m'a conseillé de le faire maintenant parce que je pouvais récupérer des droits que j'avais d'avant ma création d'entreprise. Donc du coup, je l'ai fait avant que ce soit vraiment la catastrophe. Et donc pour le coup, mon cabinet comptable m'a pas bien conseillé sur beaucoup de choses, mais sur celle-ci, ils ont vu juste. C'était la bonne. Ouais. Du coup, j'ai pu m'en sortir pas trop mal. Par contre, c'est très humiliant. Parce que voilà, quelque chose qui naît d'une passion et qui se casse la gueule, désolé, de cette manière, sachant que ça n'est pas dû à un manque de clients ni un manque de qualité de travail, de compétences, mais vraiment juste des mauvaises prédictions en fait, et pas assez de maturité clairement. C'est dur. Et puis il y a autre chose, c'est le fait aussi de se retrouver une liquidation judiciaire, c'est pas super fun, et puis de se retrouver après avec une petite carte de paiement, les trucs qu'on donne aux adolescents là, qui demandent l'autorisation pendant 4 ans et demi. Impact sur toi. Bien sûr, bah oui, moi j'étais gérante de ma boîte, donc clairement, je pensais pas. Ouais, donc on se fait bien taper sur les doigts. Non, c'est très punitif, c'est très punitif. Après, il y en a beaucoup qui en abusent aussi, donc c'est normal que ça le soit, parce que si ça ne l'était pas, il y a beaucoup de personnes qui feraient, et ça se fait quand même beaucoup, des magouilles de création d'entreprise et de liquidation. Voilà, mais c'est dur. C'est très très dur, et puis de repartir avec une banque attribuée, des sanctions pendant 5 ans.
5 ans. Sanction, restriction bancaire pendant 5 ans. Carte de débit, le mais truc vois, de base. Pas du tout que c'était tout ça. Et donc j'ai passé 5 ans, donc moi à cette époque-là j'avais 25 ans. Tu peux même pas payer sur internet et tout. Non. Ouais, ça marchait une fois sur 10. C'était dur. C'était très très dur. Puis je repartais de rien. Alors heureusement qu'il me restait quelques aides. Que j'ai pu utiliser. Du coup, pendant quasiment 6 mois, je me suis fait plaisir. J'avais besoin déjà de récupérer parce que j'étais au bout du rouleau. Mais j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs de nuits blanches dans mon atelier où je pensais que je n'arriverais même pas à passer la fin de la nuit. Je me disais, mais comment je vais faire des trucs, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais ton atelier était à Paris du coup? Non, en Normandie, à Vernon. Voilà. Ok. Et du coup, puisque mes parents étaient à Vernon, et puis c'était la campagne, j'avais mon cheval là-bas, donc voilà. Puis bon, c'était un métier que je faisais finalement, toutes les commandes que je recevais, c'était via le forum de discussion, donc je les expédiais en fait. Donc c'est pour ça que je pouvais être placée à peu près n'importe où, c'était pas gênant. Ah ouais, trop bien. Oui. Bon, alors j'ai fini en étant écœurée de la sellerie, le sport me manquait. Ouais. À la base, je suis pas du tout sportive, mais voilà, le fitness, ça a été la révélation pour moi et ça me manquait. J'ai rien fait pendant 2 ans, je me suis empâtée comme pas possible. Donc là, pendant ces 6 mois, j'ai exploré pas mal de choses dans le milieu équestre. Je me suis lancée dans une formation de shiatsu equin. Ah ouais? Oui. Ça existe? Bien sûr. En fait, moi j'étais de plus en plus approche naturelle avec les chevaux, de plus en plus. Donc à moins en moins monter dessus, de moins en moins équiper le cheval. Et c'est ce qui aussi m'a fait beaucoup plus facilement quitter la sellerie, c'est que je voulais plus fabriquer d'accessoires de contention en fait d'un animal que moi je voulais libérer en fait, dont je voulais respecter le plus possible le mode de vie naturel. Et j'ai quand même décidé de bosser dans des écuries plutôt, parce que c'était un bon moyen d'avoir des cas d'études pour ma formation en shiatsu equin. D'accord. Voilà, là j'hésitais encore à revenir dans le fitness, mais j'avais encore cette petite option là. Okay. Oui, clairement je suis mes envies. J'ai beaucoup plus canalisé depuis, mais voilà. C'est comme ça que je me suis construite en même temps, donc. Ouais. Mais du coup, cette formation, c'est toi qui te l'ai offert ou t'avais une opportunité? Ok. Non, avec ce qui me restait, pas grand chose, mais du coup, voilà. T'as continué tes investissements. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Et du coup, de souvenir, de mémoire, c'était pas une formation super chère non plus. Et puis donc. Tu croyais quand même encore à fond, quoi. Ouais, je voulais œuvrer pour le bien-être des chevaux. Et puis bon, clairement, bosser dans des écuries de compétition, ça m'a clairement fait comprendre que j'avais beau faire mes manipulations, mes acupressions, etc. sur les chevaux, j'allais pas du tout améliorer leur bien-être parce que c'était leur cadre de vie qui était complètement lamentable en fait, voilà. Donc j'ai fait un peu moins d'1 an dans ces écuries, ça m'a vaccinée du monde du cheval, mais définitivement. Ah ouais. Moi, de toute façon, d'un point de vue personnel, j'en étais déjà arrivée à un stade où je voulais plus monter mon cheval parce que ça me faisait pas plaisir en fait. Je me baladais avec lui, je passais du temps avec lui et ça m'éclatait. Mais voilà, donc ça là c'était vraiment c'est bon, la page s'est fermée, vraiment. Mon cheval est toujours en vie, il va très très bien. Je pense pouvoir dire que c'est un des chevaux qui a eu la vie la plus peinard de tous les chevaux sur Terre, vraiment. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles il y a quelques jours, il a un bon bidon, il va bien, il va très très bien. Donc, il vit sa meilleure vie. Il vit sa meilleure vie, ça, y a pas de problème. Et donc voilà, et là j'ai décidé de reprendre, il me restait quoi, il fallait que je m'assume financièrement, et il me restait mon brevet d'état des métiers de la forme, et mes 3 ans d'expérience très polyvalente pour le coup, parce que quand on est prof de fitness, il faut savoir à peu près tout faire, des programmes, à peu près tous les cours qui existent, sur un planning, donc voilà. Et j'ai été recrutée par Fitness First en tant que manager fitness. D'accord, ça veut dire quoi, manager? Manager fitness, c'est gestion des équipes fitness, plus les cours, plus toutes les galères de remplacement, etc. Les recrutements. Donc en fait, c'était pas du tout adapté à... Enfin, moi, je revenais dans le milieu, mais je pense que à l'époque, ils étaient désespérés. C'était un poste dont personne ne voulait dans ce club-là parce que c'était la misère. Et moi, je l'ai pris parce que je ne savais pas, voilà. Et donc, pareil, j'ai bossé un petit peu moins d'1 an parce que j'ai fini, encore une fois, en burn-out assez rapidement parce que je me suis fait presser comme un citron. Ouais, complètement. Ouais, non, ça a été une vraie galère. Du coup, mais très formateur.
Oui, bah voilà. tu m'étonnes. Très très formateur, mais ouais, ça a été très très dur. Je bossais 7 sur 7 comme une dingue, je devais faire des remplacements, je devais pas bosser le dimanche, j'avais un dimanche par mois, je rentrais chez moi, en plus j'habitais du coup dans le 91 parce que j'étais restée sur le 91 parce que les écuries dans lesquelles je bossais étaient dans le 91, et le club était dans le 16e, donc c'était pas à côté. Non. Et j'avais des messages à minuit de mes coachs du lendemain qui me disaient bah non je peux pas venir, donc je devais repartir à 6h du mat le lendemain. Ouais, donc ça a été ça pendant un peu moins d'1 an. Et là, j'ai dit stop. Voilà, mais c'est finalement ce genre d'expérience qu'on peut percevoir comme négative, ce sont les plus riches en enseignement. Et c'est ce qui m'a permis, au fur et à mesure, de savoir de plus en plus ce que je ne voulais surtout pas faire. Et donc là, j'ai posé mes conditions, j'ai demandé à changer de club, à repasser prof de fitness sans toutes ces galères qui ne justifiaient pas du tout le poste. Et donc, je me suis retrouvée dans le Fitness First de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui était en plus à côté de chez moi. Et c'est là, après quelques mois en tant que fitness, que j'ai décidé de me mettre à mon compte en personal trainer. D'accord. Voilà, parce qu'en parallèle, en plus, déjà, il y a quand même encore ce côté-là de non, le salariat, ça me plaît pas, déjà. Et puis, cette envie de développer, d'explorer beaucoup plus que le milieu du fitness avait à proposer que juste la rédaction de programmes pour les personnes qui arrivent ou de donner des cours. C'est sympa, mais en plus ça use les cours. Tu donnes tellement d'énergie. Ouais, et puis c'est beaucoup de cours. C'est-à-dire que les profs globalement sont très exploités et ça use très très vite. Donc il y a très peu de fitness qui font carrière pendant longtemps à ce rythme-là parce que c'est même pas épanouissant au bout d'un moment. Donc je suis passée à mon compte. D'ailleurs, ça a été chaud parce que je n'étais même pas censée... Enfin, j'ai dû attendre d'avoir l'autorisation de recréer une entreprise. Et oui, voilà, ça fait partie des petites sanctions quand on fait faillite. Donc, dès que j'ai pu, en fait, j'ai redémarré mon activité donc en libéral, en profession libérale. Et je me suis fait ma clientèle sur le club du 91, donc... Fitness First qui est devenu Health City. Ça a été racheté. Et là, j'étais totalement à mon compte. Je payais un loyer pour exploiter la clientèle de la salle. Enfin, mieux créer ma clientèle avec les membres de la salle. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. En 2011, il me semble. Et du coup, ça se passe comment ? Tu payes un loyer à la salle et puis tu peux venir... et tu les trouves comment, tes clients ? Alors, il faut prospecter, ça vient pas tout cuit. Alors ça, vraiment, j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, je vais coacher et à moi les billets qui tombent du ciel et la success story ». Non, ça marche pas tout à fait comme ça. Il faut, déjà, créer sa clientèle, prospecter. Faut aller au contact des gens parce qu'ils viennent pas tout seuls. Et il y a plein de personnes, par exemple, qui auraient éventuellement envie d'être accompagnées mais qui se disent que c'est pas pour elles. Donc faut aller vers elles. Et ça c'est l'erreur que font beaucoup de coachs où eux n'osent pas s'affirmer. Et du coup, ça se développe pas du tout parce que les gens ne viennent pas vers eux. Voilà, on n'est pas dans un supermarché à acheter nos produits. C'est de la prestation de service, c'est de l'humain, donc souvent faut quand créer on voit du les contact. coachs, ils sont en train déjà de coacher d'autres personnes, donc on se dit pas je vais aller déranger pour leur poser des questions, quoi. Et ça peut, en plus d'un point de vue extérieur, paraître très élitiste le coaching. Donc les gens se disent très vite moi c'est pas pour moi, je pourrais pas avoir un coach privé. Et donc non, il faut vraiment que les coachs, s'il y en a qui écoutent, il faut aller voir les gens, il faut créer du lien, c'est de l'humain. Le coaching, finalement, la partie physique, elle est même pas majoritaire. C'est un accompagnement global en fait. Donc faut que ça démarre par du contact, tout simplement. Donc voilà, je me suis fait ma clientèle très progressivement. Alors l'avantage que j'avais, c'est que j'avais gardé des créneaux de cours collectifs, donc je me suis fait ma promotion dans mes cours collectifs, voilà. Et puis évidemment. Et puis oui, donc le système. Alors ça dépend des clubs. Il y en a qui prennent des pourcentages. Il y en a qui embauchent des coachs salariés. Il y a plein de systèmes différents. Après l'avantage avec Health City, ce qui était génial, c'est que dans la mesure où on payait notre loyer mensuel, on faisait ce qu'on voulait. Ok, donc tu peux avoir tes propres tarifs, etc. Voilà, exactement. On applique nos tarifs. La seule restriction, la seule contrainte plutôt, c'était que les gens devaient être abonnés au club. D'accord. Voilà, sinon il fallait coacher à domicile. Mais honnêtement, ça c'est génial et je connais beaucoup de coachs qui ont des conditions beaucoup plus contraignantes et
nous on a de la en tant que personal trainer pour LCT en tout cas c'était vraiment chouette. Du coup là t'es plus une salariée quoi, t'es vraiment indépendante. J'étais à mon compte total, tu peux choisir tes horaires, tes machins. Ouais. Et là c'était beaucoup plus épanouissant. J'ai commencé du coup à avoir des perspectives plus larges et plus éloignées. Et à me dire que ok, je voulais maintenant, enfin j'avais cette volonté de voir jusqu'où je pouvais aller en tant que personal trainer. J'avais envie de cartonner, voilà, enfin moi je partais de mon CAP, j'avais envie de cartonner quoi, et du coup je me suis dit où est-ce qu'il faut aller pour cartonner. Et il y avait donc ce Hell City, ce tout nouveau Hell City, tout beau, tout brillant, qui avait ouvert sur les Champs-Élysées. Ok. Ça brille, c'est beau. Donc évidemment. Non mais c'était limite ça quand même. Club VIP, enfin voilà, étiquette VIP à fond. C'était juste un club premium, c'était pas non plus un club de fou, mais quand même voilà, c'est les Champs-Élysées, ça brille. Et c'était un peu le Graal pour les personal trainers quoi, de pouvoir être personal trainer sur les Champs-Élysées. Du coup, je me suis dit, ok, je vais postuler. J'avais envie, là ça faisait quasiment 2 ans que j'avais développé ma clientèle dans le 91, je sentais que j'étais arrivée un petit peu au bout. Et j'ai été acceptée, ils m'ont acceptée. Ok, très bien. Ouais, super. Et j'étais la seule nana, parce que c'est rare les nanas en personal training encore, en salle en tout cas. Alors ça se développe, ça a changé, parce que ça date d'il y a quelques années quand même, ça s'est développé depuis, mais il y a quand même plus de mecs. Ouais, enfin moi je vois quand je vais à la salle, c'est que surtout des mecs. Ouais, il y a encore trop ce cliché de prof de fitness nana et personal trainer mec. Mais voilà, l'entrepreneuriat féminin se développe, notamment grâce à des podcasts comme les tiens, donc comme les vôtres, pardon. Et ça va continuer à se développer. Je pense que là, des entrepreneurs il va y en avoir de plus en plus. Et tant mieux. Tant mieux. Moi, je suis un peu plus équilibré. Girl power et. Bien sûr. Mais voilà, il y a encore beaucoup de différences. Et du coup, j'ai été prise. Et là, moi, j'habitais toujours dans le 91 et je débarque sur ce club. Un de mes objectifs, c'était d'apprendre l'anglais parce que je savais que si je voulais me développer encore plus, je commençais à découvrir un petit peu des business models à l'américaine, de nanas qui développaient des super business dans le coaching en ligne, les produits fitness numériques. C'était tout nouveau. À l'époque, c'était Emily Skyfit et Pauline Gardin, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est en quelle année à peu près? C'était il y a quoi? Il y a 6 ans? Ok. Non, même pas 7 ans. Il y a 7 ans, j'avais donc 29 ans. Ok. Donc en 2013. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc c'était encore les balbutiements, enfin les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils étaient maintenant, le fitness sur les réseaux sociaux n'avait rien à voir. Moi j'allais avoir 30, j'avais 29 ans, j'étais absolument pas utilisatrice de réseaux sociaux, même à titre personnel, j'avais une page avec 2-3 photos, vraiment des trucs super lambda quoi. Mais je découvrais ça et ça m'intéressait beaucoup et j'avais cette mission de parler anglais parce que j'étais convaincue que parler anglais me permettrait de progresser. Trop bien. Dans la vie. Voilà. Et puis je pense que j'avais cette espèce de syndrome de la nana qui a pas eu son bac et qui a des choses à se prouver. Et donc je me suis dit que s'il y a bien un endroit où je peux apprendre à parler anglais et côtoyer une clientèle anglophone, c'est sur un club comme les Champs-Élysées, avec quand même beaucoup de personnes en transit, de personnes anglophones, etc. Donc je suis arrivée. Petite. Et tu connaissais rien à l'anglais quand t'es arrivée? Ah non, pas du tout. Ok. Non. Absolument pas. La seule base que j'avais, c'était les notions, les mouvements, les noms de mouvements que je connaissais quand j'apprenais les cours de body pump, body attack, body jab, où tout était en anglais, mais c'est tout. Donc je suis arrivée, je me suis fait ma clientèle. Ça s'est bien passé. Et puis un jour, ce qui devait arriver arriva. J'ai eu une première cliente qui voulait être coachée par une femme. J'étais la seule femme. On a fait une séance d'essai et elle parlait anglais. J'ai eu des grands moments de solitude quand même à cette période-là, parce que donc le cheptel de personal trainer commençait à se développer sur les Champs-Élysées. À l'époque, je pense qu'on était 6 ou 7, que des mecs qui parlaient tous couramment anglais. Ah ouais. Et moi, je parlais pas du tout anglais, mais j'étais la seule nana. Mais c'était pas un critère quand ils t'ont embauché Non. Ok. Non. Ouais. Je pense qu'ils ont dû dire que je me débrouillerais, et c'est ce qui s'est passé. Bah ouais. Mais au début, dès que je coachais et qu'il y avait un de mes collègues qui passait, je parlais. J'avais peur en fait, j'avais honte, je venais toute rouge, ou alors je parlais super fort parce que
Quand on parle une autre langue, souvent on a soit des accents qui sortent. Oui. Et c'est une autre personnalité. Ouais. Et je parlais super fort. Donc voilà, il y a eu tout un temps d'adaptation. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de clients anglophones. Et notamment des clients étrangers, du Moyen-Orient. Et c'est là, donc en anglais. Donc là, c'est vraiment là que j'ai commencé à beaucoup plus parler anglais finalement. Et maintenant, je le parle quasiment couramment, d'ailleurs. À rencontrer aussi beaucoup plus de personnes anglophones, du coup, parce que ça vous déporte. Et c'est là qu'il y a eu un énorme virage dans ma perception en fait, de ce que je voulais professionnellement, dans ma perception du développement professionnel et même personnel. Enfin, les deux de toute façon sont liés, surtout quand on est entrepreneur. Et c'est là que j'ai commencé en fait à vouloir réussir, parce que déjà je me disais que j'avais pas envie de voir petit déjà, parce que pourquoi pas, et que malheureusement c'est une croyance limitante qu'on nous inculque, particulièrement en France où je suis pas trop. Jamais trop. Non, faut pas trop réussir. Parce que voilà, quand on gagne quelque chose, c'est comme si on le prenait à quelqu'un d'autre, alors que non, pas du tout. Il y en a pour tout le monde, c'est le mindset de l'abondance. Moi, je suis exactement genre je te donne et puis tu me donnes et voilà, je prends pas la part du voisin, la part il peut se la créer aussi, quoi. Exactement. Et puis il y a en plus, alors ce qui a beaucoup aidé, c'est que à l'époque donc il y avait une très forte compétition entre les coachs, mais aussi une très forte émulation. Et donc ce côté-là justement où plus on donne et plus ça crée quelque chose de massif et je vais faire une Van Damme, mais c'est pas grave, de successful, c'est pratique l'anglais quand même, parfois. Mais voilà, tu veux pas les traduire. Ça passe mieux en anglais, mais voilà, c'est cette espèce de cercle vertueux qui s'auto-alimente, et c'est absolument génial. Moi, ça m'a changé la vie, ce passage au club, et parce qu'on y a tous contribué à ce succès des uns et des autres, et c'est génial. Et c'est là que j'ai commencé à voyager pour des clients. Mais du coup, donc t'as pris 0 cours pendant tout ce temps-là? C'était vraiment juste, tu parlais avec les gens et t'apprenais comme ça? Ouais. Ah ouais, c'est un truc de... je devais bien avoir un petit assimile au début quand j'étais dans le train pour les bases. Mais c'est T'as appris le verbe être et le verbe avoir, et puis... Après... Ouais, c'était très 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 basique, très rudimentaire. Mais voilà, et puis surtout, j'ai commencé à voyager avec mes clients. C'est là aussi que j'ai commencé à encore plus me tourner vers les possibilités de développement. Alors, l'aspect alimentation me parlait de plus en plus, m'intéressait de plus en plus. Mais c'était surtout le sport à l'époque, pas forcément l'alimentation. Alors si, parce qu'en fait en coaching, je me suis très vite rendu compte que un des plus gros piliers était l'hygiène de vie alimentaire, le rapport à l'alimentation, l'équilibre alimentaire. Donc j'ai commencé très tôt en fait à travailler là-dessus. D'accord. Et donc à développer vraiment ces deux piliers. Donc à vraiment explorer tout ce que je pouvais dans la forme, le mouvement, l'entraînement physique, le développement physique, et aussi la nutrition. Donc je me suis formée... Mais t'avais une alimentation végétale à l'époque? Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Il y avait une espèce de dichotomie avec mon éthique, mes valeurs, et mon mode de vie, qui lui c'est en plus de plus en plus tourné vers le fitness, donc une alimentation très bro science, mange tes protéines et les carbs, les glucides, ça va pas du tout. Voilà. Je pense que tous les gens qui ont commencé dans le fitness évidemment. Maintenant je me dis mais qu'est-ce qu'on... On part de loin quand même, on part de très très loin. Genre oui, il faut que je prenne mon shake de protéines, sinon mes muscles ils vont pas cataboliser. Voilà, alors surtout on va cataboliser quand les 3/4 des nanas ne veulent même pas prendre de muscle parce que ça leur fait peur. Tu te dis mais voilà, en tout cas il faut en passer par là pour apprendre. Donc j'ai étudié la nutrition, j'ai fait des formations, évidemment c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur dans mon coaching, où j'ai conseillé de plus en plus à ce niveau-là en fait mes clients, parce que je me rendais bien compte que c'était surtout là que le bas blessait en général. En voyageant, j'ai commencé à beaucoup cuisiner aussi avec mes clients pour leur apprendre en fait à manger différemment. Ouais, c'était génial. Trop bien. C'était absolument génial. À créer les menus. Après c'était une clientèle très très privilégiée. Donc voilà, ils avaient des personnes qui cuisinaient pour eux, etc. Donc voilà, moi j'ai commencé à élaborer des menus, à mettre la main à la pâte aussi, à bosser en cuisine pour créer les menus. Enfin, c'était absolument passionnant. Et donc à côté de ça, riche quoi comme expérience. Ouais, génial. Ouais. Donc bon, déjà le cadre était super parce que j'ai passé plusieurs mois à Ibiza sur plusieurs années, à Dubaï, aux États-Unis. Enfin voilà, c'était assez fou. Et puis ça m'a permis d'explorer vraiment, de voir un peu plus, beaucoup plus vers où je voulais aller.
C'est là que les premiers produits numériques sont arrivés en fait. Ok. Et t'avais déjà ta chaîne YouTube à l'époque ou... Alors oui, avant de créer mes premiers produits, oui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit clairement, en fait, on est loin de l'altruisme qu'on peut s'imaginer. Je découvrais YouTube, donc j'avais 30 ans. D'accord. Je crois que j'ai démarré ma chaîne à 30 ou 31 ans. Avant ça, YouTube, pour moi, j'avais peut-être dû héberger 2 vidéos, 2 clips où je faisais un appuyé en liberté avec mon cheval pour pouvoir le montrer sur le forum sur lequel j'étais. Il y a très longtemps auparavant. Je les ai retrouvés après les vidéos, c'était très drôle. Mais YouTube, pour moi, c'était ça. Je ne connaissais pas YouTube, donc 30, 31 ans. Ouais. Et là, j'ai découvert, quelqu'un m'a parlé des vlogs. Et j'ai découvert donc le monde du vlog. Et des vlogueuses fitness. Et là, je me suis dit, mais ma vie, elle est super cool. Je vais vlogger. Parce que c'était à ce moment-là que je voyageais. Enfin, c'était super cool et j'avais envie de partager ça. Parce que je crois qu'en fait, j'étais tellement fière de là où j'en étais arrivée que je voulais le partager. Voilà, je sais pas si c'est un besoin de validation ou de montrer, regardez les gars, avec mon CAP, ce que j'ai fait. Mais en tout cas, j'étais hyper fière de montrer... c'est génial. Là où j'en étais, Et alors, ça fait des super souvenirs, d'ailleurs. Je suis retombée sur... à re-regarder, c'est très drôle, d'ailleurs. Et alors, j'étais pas super détendue devant la caméra au début parce que voilà, ça demande un peu. Ouais, je clignais pas des yeux d'ailleurs à l'époque, j'avais une faculté à garder les yeux ouverts comme ça. Oh là là, mon dieu. Ouais. Bon, de toute façon, je crois que quiconque, avec les gouttes, là les yeux tout secs. Non mais je pense que quiconque regarde ses premières vidéos, quiconque fait des vidéos, regarde ses premières vidéos, a ce sentiment de malaise profond. Non mais comment j'ai pu poster ça? Mais il faut commencer, c'est important. Commencer quelque part. C'est hyper important. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, déjà, le problème du coaching que j'avais, qui était récurrent depuis maintenant plusieurs années, c'est que mes coachés, dès que j'arrêtais de les coacher, ça repartait à zéro. Que ce soit hygiène de vie, nutrition, mouvement. Voilà, donc je les récupérais à chaque fois que je partais en voyage et que je récupérais mes clients, on repartait de zéro, quasiment tous. Ah ouais, donc c'est vraiment. Et quand je voyageais avec mes clients, mais oui. Et quand je voyageais avec mes clients, c'était pareil. Dès que je rentrais moi en France, quand je les retrouvais après pour les prochains voyages, c'est pareil, ils avaient régressé. Enfin, on redémarrait de zéro tout le temps. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, le coaching, c'est une béquille. C'est un service comme un massage, mais finalement, ça n'éduque pas les gens. Ça les aide pas à se développer. Et c'est dommage. J'avais l'impression, à un moment donné, vraiment que c'était du gâchis. Alors, effectivement, ça peut faire du bien sur le moment, comme un massage, c'est bien. Et puis bon, j'ai fait ma séance avec ma coach, c'est cool. Si la réflexion va pas plus loin, c'est un peu dommage. Et en plus, il y avait ce côté où, ça c'est le fait de démarrer ma chaîne YouTube, de me rentrer de plus en plus dans les réseaux sociaux, où je me disais, mais à côté de ça, il y a énormément de personnes qui n'ont pas accès au service d'un coach parce que ça coûte la peau des fesses, clairement. C'est une prestation de luxe et qui ces personnes-là auraient besoin d'être accompagnées et auraient besoin d'avoir les outils dont elles pourraient servir elles-mêmes en fait. Parce que c'est pas nécessairement des personnes qui ont cette notion de prestat de service où on paye pour une heure et puis basta. Qui ont plus la notion de la valeur des choses, des informations. Et je me suis dit, waouh, les réseaux et Internet c'est vraiment ce qui permet de mettre à disposition beaucoup d'outils à beaucoup de gens qui ne peuvent pas prendre de coach. Voilà. Ça permet de partager hyper facilement et de rendre les informations accessibles. Exactement. Et c'est de là que sont nés les premiers produits numériques. Donc j'ai fait 2 programmes et un book de recettes. C'était des recettes très fitness, mais elles ont eu vachement de succès déjà à l'époque. Et ça, en fait, le fait de pouvoir voyager avec mes clients et finalement de très peu bosser quand j'étais avec eux en étant très bien payée, moi ça m'a permis de bosser à fond sur la création de ces programmes. Donc j'ai pas eu besoin d'emprunter d'argent ni quoi que ce soit. C'est génial quand même. C'est trop bien. C'est encore une fois les synchronicités, elles sont, enfin quand j'y pense, c'est fou. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment un truc qui est très important, c'est de savoir ce qu'on veut, mais vraiment, et d'aller dans la direction de ce qu'on veut, mais pas ce qu'on a envie de faire ou ce que les autres voudraient qu'on fasse, ce qu'on veut là. Et là c'est fou parce que voilà, on le crée le chemin. Voilà, c'est tout. Puis des fois t'es guidé et tu suis juste tes intuitions et tu te rends compte que il y a plein de trucs qui tombent au bon moment, que tu rencontres la bonne personne, ça te facilite le truc. Ouais, c'est important et bon, je reconnais aussi la peur de l'échec ou de pas être dans la bonne voie, c'est normal. Puis après, il y a des considérations beaucoup plus concrètes comme les moyens financiers. Je le cache pas, j'ai été dans des situations où mes prises de décision m'ont mise dans des situations financières où j'ai eu chaud aux fesses.
Mais c'est ce qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis parfaitement alignée avec mes passions. Et je suis sur une voie de développement qui est... J'aurais pas pu espérer mieux, en fait. Et c'est aussi ces échecs, c'est aussi ces erreurs qui ont permis de construire cette voie-là. Et ça, c'est un truc que je trouve très dommage à l'école, c'est que finalement, on n'encourage pas, on n'apprend pas l'échec. C'est quelque chose tout de suite de très négatif. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre aux enfants, aux adolescents à tirer quelque chose, un enseignement de leurs échecs, eh ben non, c'est juste un échec, et puis parfois c'est même humiliant. C'est genre voilà. Et ça, mais qu'est-ce que c'est dommage. Bon, il y aurait des choses à faire à ce niveau-là, de toute façon, mais voilà, il faut pas avoir peur, il faut pas attendre que tout soit parfait, déjà. Et quand on a une intuition, quand on a quelque chose qui nous parle au fond, qui nous fait vibrer, qui déclenche quelque chose, faut le suivre. Et il y a tellement de gens qui se brident, qui se censurent parce qu'elles veulent pas s'engager dans cette voie, parce que c'est pas ce que les autres feraient, ou ce qui serait bien perçu, alors que il faut y aller. Et surtout les gens ils oublient facilement. Par exemple, nous quand on a lancé le podcast, au début on s'est dit peut-être que les gens vont pas aimer et tout. Ceux qui aiment pas, au bout d'1 mois ils ont oublié qu'ils aimaient pas, ils vont pas tous les jours se rappeler oui vraiment j'aime pas ce podcast. Et ceux qui aiment bien par contre ils sont à fond. Mais après c'est vrai qu'on a beaucoup cette peur du non aussi en France, où se prendre un non c'est genre comme tu dis un échec, alors qu'en fait tu dis la question ce serait mais qu'est-ce que je peux faire, donc j'ai un nom, je vais où maintenant, quelles sont mes solutions, ou comment je rebondis. Et du coup donc pour revenir à tes premiers programmes, c'était via ça n'a pas été facile. Alors ça n'a pas été facile du tout, parce que moi j'avais aucune notion de marketing digital, et puis je suis une quiche de toute façon, tout ce qui est digital, je suis même encore à l'heure actuelle, je suis nulle totale. Alors mais je suis arrivée après, je viens d'un milieu, je viens de l'artisanat, je viens du monde du cheval, je suis arrivée complètement après. Et c'est justement, j'ai commencé à prendre conscience de l'ampleur des réseaux sociaux en voyageant avec mes clients et en étant confrontée à tout un microcosme de personnes qui étaient ultra connectées. Et j'étais complètement en décalage, donc ça m'a remise un peu, ça m'a updaté un petit peu. Mais quand j'ai voulu lancer mes premiers programmes, alors déjà c'était des bouts de ficelle, j'ai monté toutes mes vidéos toute seule, j'ai fait une petite formation Adobe Premiere, j'ai monté toutes mes vidéos toute seule, j'ai fait mes mises en page toute seule, j'ai fait mes petits PDF tout seul, mais après il a fallu que je trouve un moyen de mettre ça en ligne. On m'a recommandé un webmaster, je connaissais personne. Donc effectivement j'ai eu un webmaster qui a mis mes premiers produits en ligne, et il s'est pas passé grand chose parce que c'était hyper bancal, quoi. C'est-à-dire que clairement le système de vente en ligne, il faut que ce soit efficace. On a un temps d'attention qui est tellement réduit en ligne qu'il faut que tout de suite ce soit efficace, sinon ça marche pas. Faut être vu et faut être attractif, et faut pas que ça rame, faut pas que ce soit compliqué à chercher. Donc non, il a fallu du temps. Encore une fois, j'ai pareil, beaucoup d'erreurs, d'essais qui n'ont pas fonctionné, de création de sites qui n'ont rien donné. Moi, j'ai perdu pas mal d'argent parce qu'en plus, comme j'étais une bille totale, j'avais un peu tendance à faire un peu confiance trop facilement. Dès qu'on me disait ouais t'inquiète, moi je te fais ça, ok vas-y je paye. Voilà, encore une fois j'ai appris de ça, et finalement je me suis accrochée. Mais c'est comme dans tout, en fait, quand on regarde une évolution comme celle-là, on peut se dire ouais mais elle a eu de la chance et tout. Mais en fait, en termes de chronologie, déjà ça a été très long. Et y a rien qui est tombé du ciel. C'est-à-dire que avant de rencontrer les super clients que j'ai rencontrés, j'ai galéré en tant que fitness. J'ai dû faire ma toute première clientèle en tant que coach, et c'était pas sur les Champs-Élysées. C'est vraiment très graduel. C'est-à-dire qu'il y a des progressions fulgurantes. Mais toi t'as vraiment une évolution petit à petit. C'est ça. Et ça il y en a beaucoup. Et c'est ça aussi le problème de beaucoup de personnes qui veulent se mettre à leur compte, c'est qu'elles voient pas de résultats à la première année ou à la deuxième année, ça va pas assez vite, et du coup elles ont l'impression d'être en situation d'échec, alors que pas du tout. Parce qu'encore une fois, on regarde toujours plus loin, donc on voit ce qu'on veut atteindre et qui est toujours déporté un petit peu plus loin, et puis finalement on se rend pas compte de tout ce qu'on a accompli. Donc ça c'est important, c'est pour ça se réancrer, faire des points, et puis aussi rendre un petit peu plus concret ses objectifs, les matérialiser. Et c'est là que
beaucoup de bouquins de dev perso ou de développement business. Moi, je sais qu'il y a un bouquin qui s'appelle Objectif de Brian Tracy qui est génial pour ça parce que c'est vraiment de la mise en pratique de tout ce qui est visualisation. C'est une manière très concrète et pragmatique finalement de mettre en place des choses qu'on pourrait penser un petit peu hippie, l'attraction, etc. Ouais. Non, en fait, c'est juste que si on détermine précisément ces objectifs, déjà, on sait vachement mieux où on va que si on est dans le brouillard total. Et ensuite, on peut mettre en place des stratégies graduelles qui sont évaluables et qui sont palpables. Ouais. Et que sinon, on plane ton complet et on peut très bien se dire, oui, à la loi de l'attraction, je vais y penser très fort, ça va venir. Non, ça marche pas comme ça. Voilà. Puis c'est bien de détailler et d'être étape par étape aussi parce qu'on a l'impression d'avancer. Et aussi, on peut fêter toutes les petites victoires. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je suis là, genre, j'ai mis ma première vidéo en ligne. Bah oui, mais oui. Genre, j'ai, je sais pas, genre 200 vues. Ouais, genre, mais tu vois, tout ça, c'est des petites étapes. Et il y a peut-être un objectif de long terme, mais en fait, il faut se rendre compte de toutes ces petites choses qu'on accomplit au quotidien. Et c'est ça qui, en fait, c'est ce qui même fait toute la beauté de la chose. Parce que, en fait, à la fin, une fois que t'arrives, t'es là, genre, c'est tout. Et puis, c'est les fondations. En fait, si tu construis les fondations, c'est un processus et voilà, faut y accorder de la valeur, c'est important. Et bien souvent d'ailleurs, quand on fait ce genre d'exercice, donc de noter ses objectifs à court, moyen, long terme, et de les rendre les plus précis et réels possibles, c'est super intéressant parce que moi je me souviens, j'étais retombée sur un petit carnet à l'époque quand j'avais commencé à faire ça, avec une liste d'objectifs et en fait, à l'époque où je suis retombée sur ce carnet, j'avais l'impression que ça allait pas assez vite, j'étais frustrée. Et quand j'ai ouvert mon carnet, je me suis rendu compte que quelques années auparavant, mais ces choses-là que j'avais déjà accomplies depuis longtemps, à cette époque-là, je les avais notées parce qu'elles me faisaient rêver. Et là, je me suis dit, waouh! Mais parce qu'en fait, on court après un objectif qui ne se rapproche jamais. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on évolue, notre objectif, il évolue aussi. Bien sûr, donc, et c'est le principe de la construction. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment apprécier le process, c'est important. Avec tous les challenges qu'il implique, c'est jamais facile. Et puis, alors ça, c'est pareil, je pense que clairement, même en étant millionnaire, il y a toujours des galères, il y a toujours des challenges, ils sont d'une autre ampleur, mais il y en a toujours. Bien sûr. C'est pas tout fluide. Non, voilà, faut pas courir après un objectif en se disant ça va être le soulagement, je pourrais enfin m'arrêter. Faut vraiment apprécier ce processus parce qu'en fait, clairement, il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Et du coup, donc tes programmes, ça a marché et après, t'en as sorti d'autres directement. Alors voilà, là, j'ai rencontré, donc ça, c'était il y a un petit peu plus de 2 ans. Donc c'est assez récent. Ouais, c'est très récent. En fait, ça fait exactement 2 ans que je suis passée à temps plein sur le dématérialisé, donc sur mon activité en ligne. J'ai arrêté mes coachings au fur et à mesure avant de sauter dans le grand bain et de me dire non, ça y est, c'est fini, je suis plus coach. Maintenant, si je veux me consacrer à 100% au développement de mon activité, faut pas que je sois entre les deux, sinon je sauterai jamais. Et donc ça, c'était il y a 2 ans exactement. Entre-temps, j'ai quand même eu la chance, après plusieurs années de galère, de rencontrer un bon webmaster, un bon développeur qui là m'a permis de passer vraiment un step au-dessus en termes de visibilité, de process de vente et donc qui m'a permis de commencer à gagner ma vie avec les produits sur lesquels j'avais bossé comme une dingue. Et à côté de ça, j'ai continué à développer les réseaux sociaux. Et là, c'est pareil. J'ai toujours rêvé d'une progression extraordinaire. Non, moi, c'est un faux plat. C'est un marathon. Ça monte très progressivement, mais ça continue à monter. Et finalement, c'est pas plus mal parce que j'ai une communauté à taille humaine. Donc, pour l'instant, avec qui j'arrive à avoir des rapports très directs. Ça deviendrait vite ingérable. Là, je suis vraiment entre les deux. Et c'est des personnes, du coup, comme ça s'est fait très progressivement, c'est des personnes dont le noyau, en tout cas, j'ai appris à le connaître. D'accord. Et on a développé un lien qui fait qu'elles me soutiennent beaucoup dans mon activité, puisque c'est des personnes qui m'ont fait confiance et adhèrent à tout ce que je propose, quasiment. Génial. Ouais, c'est génial. Et moi, ça m'a apporté une sécurité énorme pour continuer, en fait, à aller dans cette voie-là. Et si j'avais eu une communauté à like, parce que je montrais mes fesses, c'est très exagéré, mais il faut savoir qu'à l'époque où j'ai démarré sur les réseaux sociaux, dans le fitness, c'était vraiment ça. Alors c'est vrai que maintenant c'est plus représenté différemment. À l'époque c'était plus les physiques parfaits, c'était très aguicheur. Enfin elles étaient à poil les nanas quoi. Et c'est vrai que le problème c'est tentant quand on est dans le fitness. Surtout à l'époque, moi j'étais à fond compétition bikini, etc. Ah ouais? Ah oui. J'en ai fait une. T'en as fait une? Ouais.
ouais, moi je voulais ressembler à une poupée Barbie alors que je n'ai pas du tout la physionomie, mais c'est ça les dérives du fitness en fait. Quand on est dedans, on a une perception qui change complètement. J'avais pas dit tout. Ouais, j'ai fait une compète, j'ai fait Colmar, je l'ai vlogué d'ailleurs, elle est toujours sur ma chaîne YouTube. À l'époque où je mangeais plein de viande et ça m'a rendue en super forme, mon dieu. Voilà, mais c'est un autre sujet. Ouais, ça c'est un sacré piège et c'est vrai que on peut vite être très attiré par le nombre de followers, de likes, mais il faut vraiment se dire que l'engagement, le noyau dur, les personnes qui font confiance et qui vont soutenir l'activité de quelqu'un, c'est pas le nombre en fait qui les fait. On peut avoir une toute petite communauté et développer un super business avec des gens qui font confiance, qui sont engagés, et on peut avoir une communauté gigantesque et finalement avoir un très, très faible engagement. Voilà, c'est autre chose. Et donc avec cette personne, on a pu monter quand même les premières vraies pages de vente. Donc là, c'est comme si je passais d'une petite échoppe dans une rue, dans le noir, au fond de la rue, dans laquelle personne ne va, à une vitrine sur les Champs-Élysées. Grosso modo, sur le net, ça donne ça. Et ça m'a changé la vie. À ce moment-là, il y a eu une grosse révolution personnelle puisque je suis passée à l'alimentation végétale. D'accord. Voilà, ça j'ai fait une vidéo dessus, mais c'est quelque chose qui m'a énormément... On la mettra en info si les gens ils sont intéressés. Vous direz si vous êtes intéressés. Moi, ça m'a réaligné avec énormément de choses en fait, avec lesquelles j'étais en conflit permanent. Donc je me suis mise à manger végétal. Ça m'a fait du bien déjà psychologiquement, spirituellement aussi. Voilà, ça m'a alignée en fait. Et physiquement. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Ah ouais ? Ouais, bien sûr. Ça m'a changé la vie. C'était beaucoup plus facile de tenir un physique. Déjà d'être en forme, de plus lutter avec mon poids, de ne plus lutter avec des compulsions que j'avais créées avec des années d'alimentation comme il faut pour le fitness. Ouais. Puis surtout, le fait en fait d'avoir un sens plus profond à l'acte de manger. C'est-à-dire que je mangeais pas juste pour perdre ou prendre du poids ou parce que j'avais faim. De toute façon, j'avais faim tout le temps, donc voilà. Je mangeais pour me faire du bien et en même temps pour contribuer à un bien-être qui bien au-delà de mon bien-être. D'accord. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très propre à l'alimentation végétale parce qu'effectivement, il y a cette valeur, en fait, en tout cas, cette bienveillance par l'alimentation qui fait que vraiment, elle prend un sens beaucoup plus riche que juste le fait de manger. Ouais. Et moi, ça m'a changé la vie. Mais vraiment, ça m'a changé la vie. Et comment les gens ont réagi sur tes réseaux sociaux ? Comme j'ai pas vraiment... Alors, j'ai communiqué dessus sur YouTube. Alors, l'avantage, c'est que je me suis jamais vraiment inventé un personnage. D'accord. Mais j'ai beaucoup changé. Donc, c'est vrai que quand on regarde mes vidéos d'il y a quelques années, moi, j'ai l'impression d'être une autre personne. Pourtant, c'est la personne que j'étais à ce moment-là. Ouais. Mais du coup, comme j'ai toujours été très transparente, c'est quelque chose que, dès le début, j'ai partagé. Mais en toute transparence. D'accord. Et du coup, tout le monde a suivi en fait. Après, je me positionne pas comme porte-drapeau, porte-étendard de la cause animale ou du véganisme. Chacun est responsable de ses choix. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que clairement, ce qu'il y a dans ton assiette te regarde toi. Moi, je suis personne pour dire aux personnes ce qu'elles doivent manger, pourquoi elles doivent manger comme ça, ni à faire culpabiliser les gens, ni quoi que ce soit. J'ai pas un modèle alimentaire qui est parfait, qui est meilleur que les autres. En tout cas, moi, il me fait du bien. Et je sais qu'il fait, en tout cas, ce que j'en partage fait du bien à beaucoup de personnes. Ce qui est bien, c'est que je me suis pas tombée dans une case très cliché, voilà. Parce que j'ai jamais été dans ce sens-là. Je suis toujours restée très très neutre et encore une fois, le libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut. Mais totalement. Parce que moi, par exemple, tes vidéos recettes, je les trouve super intéressantes, même si je mange pas que végétal. Et je pense que la majorité des personnes qui font mes recettes ne mangent pas que végétal du tout. Et tant mieux. Parce que l'idée, au-delà du végétal ou du non végétal, c'est surtout, et ça c'est un des moteurs, et c'est ce que je vais continuer en plus à partager, mais c'est de redonner, ou en tout cas de montrer aux personnes qu'elles peuvent s'éclater en mangeant des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de manger, en amenant de l'abondance et de la diversité dans leur alimentation qui est en général très restreinte et pas souvent simple, même en termes de rapport, de relation. Et ça, très tôt, en fait, quand j'ai commencé à partager là-dessus, j'ai eu de plus en plus de retours de personnes qui m'ont dit « Waouh, je m'éclate !» Et ça fait tellement plaisir. Ouais. Et du coup, il y a 2 ans, t'as rencontré ce webmaster et depuis, t'as sorti d'autres programmes. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents programmes que t'as ? Bon, évidemment, en tant que coach, j'avais envie de mettre tout ce que je savais
à disposition dans des produits pas chers, parce que clairement là à l'heure actuelle la liste de produits que je propose sont hyper raisonnables par rapport au contenu. On est sur des produits hyper accessibles que les gens ont à vie, donc voilà. Mais je voulais vraiment mettre tout ce que je savais en tant que coach. C'est parti dans tous les sens, donc j'ai fait un gros programme de musculation avec des mises à jour mensuelles, etc. J'ai fait la même chose pour l'alimentation, donc avec le guide nutrition. J'ai fait un programme express à faire à la maison pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps d'aller s'entraîner. J'ai fait le guide du meal prep, qui est un de mes plus beaux produits, parce que j'ai bossé dessus, enfin j'en suis hyper fière, guide-là, et j'ai des super retours dessus. Et j'ai fait 3 nouveaux e-books de recettes. Bon, l'ancien a disparu parce que du coup il correspond plus du tout à mes valeurs, mais les Vegelicious qui sont devenus des best-sellers en fait. Enfin vraiment je n'imaginais pas ça. Et donc là je suis en train de finaliser le 3e, mais par contre là on est vraiment à un gros tournant, parce que je me suis rendu compte que j'étais un peu tiraillée entre encore ce monde du fitness, le coaching, ma volonté d'éduquer les gens sur le mouvement, le développement de leur capacité physique, parce qu'il faut pas oublier que même si on est ultra sédentarisé, c'est pas bon pour notre santé, parce qu'à la base on n'est pas sédentaire, et que le manque de mouvement, la sédentarité nous tue littéralement. Donc c'est un peu hardcore là ce que je viens de dire, mais la finalité c'est ça, c'est que nos maladies chroniques, la sédentarité, et comme la mauvaise hygiène de vie alimentaire, comme le stress, ils sont pour énormément en fait. Donc moi j'avais besoin d'avoir cette vision qui regroupe tous ces piliers en fait de la santé, du bien-être, et je l'ai trouvé par la naturopathie. D'accord. Qui vraiment regroupe tout ça. La naturopathie, en fait... Moi, je pensais pas, tu vois, enfin... Mais oui, parce qu'on se dit, ah, c'est les plantes mais non, pas du tout. En fait, la naturopathie, c'est vraiment ces piliers essentiels. En fait, c'est de la prévention, c'est énormément de prévention. C'est prendre conscience aussi de ses capacités d'auto-guérison. Ce lapsus est absolument génial. Et de guérison, puisque le naturopathe travaille main dans la main avec d'autres spécialistes du corps médical en allopathie, et les deux sont très complémentaires. Et d'ailleurs, la naturopathie apporte maintenant une réponse. C'est vraiment un chaînon manquant, je trouve, à l'heure actuelle, parce que c'est quand même de plus en plus reconnu, la naturopathie, ça c'est bien. Vraiment, pour moi, le chaînon manquant entre les remèdes de grand-mère et l'allopathie qui traite les problèmes une fois qu'ils sont là. D'accord. Voilà. Et moi, combien de fois... Moi, j'ai découvert la naturopathie il y a très longtemps grâce à mes parents, mais c'était pas du tout connu à l'époque. Et combien de fois j'ai dit à des personnes, ça serait bien que tu puisses aller voir un ou une naturopathe pour que t'aies cette vision un petit peu plus d'ensemble, peut-être avoir des outils pour pouvoir mieux te comprendre, mieux prendre soin de toi, par la nutrition, mais aussi par le mouvement, par la respiration. Donc finalement... à force d'en parler et de conseiller ça aux autres, je me suis dit mais pourquoi pas moi en fait, parce que c'est clairement conseiller et me former, c'est clairement ce qui moi en plus chapeaute ma vision globale de la forme, de la santé, du bien-être, donc et puis c'est ma mission en fait, parce que je veux aider encore plus et beaucoup plus de monde à prendre soin d'elle, encore plus de personnes à prendre soin d'elle. On est déresponsabilisés et on est complètement démunis en fait. On n'a pas conscience de notre pouvoir et c'est fou, parce que pourtant on est responsable de notre être, on est responsable de notre santé, on est responsable de notre bien-être, et à l'heure actuelle on attend d'avoir un problème pour aller voir un médecin qui va mettre des bouts de scotch par-dessus. On peut vivre très longtemps avec des bouts de scotch partout, sauf qu'on en a de plus en plus, puis au bout d'un moment ça pète. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des sociétés, dans les pays riches évidemment, qui vivent de plus en plus longtemps, mais de plus en plus longtemps assistées médicalement, sous traitement, et pas en forme du tout. Donc pour moi c'est pas ça la santé, clairement. Hein. Donc voilà, donc là je me suis lancée dans ma formation certifiante en naturopathie, qui prend à peu près 2 ans. C'est la deuxième année. Ouais, bah là je vais mettre un gros coup de fouet justement pour la finaliser le plus tôt possible, parce que c'est ce qui va finalement ouvrir la porte au projet qui me tient vraiment à cœur. D'accord. C'est là que je me sens très limitée en fait. Oui. Il y a beaucoup de choses que je voudrais proposer et mettre à disposition, et finalement j'ai l'impression de pouvoir en partager qu'un 10e, parce que je suis trop occupée. J'étais beaucoup dans un système de base de lancement de produits numériques qui m'a permis de développer mon entreprise et qui va me permettre d'avoir les outils pour aller plus loin, mais qui est assez limitant finalement, parce que c'est des boucles de recettes,
c'est un guide nutrition, c'est un programme d'entraînement. Donc là, l'année prochaine, je vais développer une formation qui sera beaucoup plus globale, mais pour ça, il faut que je sois naturopathe. D'accord. Et les certifications, quoi. Bah oui, parce que c'est vraiment ce qui va chapeauter. En soi, je pourrais le faire maintenant, mais c'est vraiment ce qui va venir tout lier, en fait, dans mon approche. Donc c'est très important. Et ça, c'est ce qui va me permettre vraiment là de passer à un autre niveau en termes d'aide que je peux apporter aux gens. En fait, et ça c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Ok. Et je me demandais, il y a combien de personnes en fait derrière toi? Très non, mais j'ai pas d'associé, je me suis fabriquée toute seule en fait. Et parce que c'était pas un choix, c'est parce que j'ai toujours été toute seule. Mon ami n'est pas du tout dans le même milieu. Ça lui a pris 3 ans pour comprendre en fait ce que je faisais. Là il commence à comprendre en fait les contraintes que j'ai, comment ça marche. Ça a pris 3 ans parce qu'en fait l'entrepreneuriat, le business digital, c'est quelque chose qui est encore totalement flou. C'est pour ça que j'ai eu du mal à m'entourer. Parce que j'ai du mal à trouver des personnes compétentes. Encore une fois, j'ai fait des essais, erreurs, et là, à l'heure actuelle, j'ai des prestataires, notamment pour mes montages vidéo, mes photos de plus en plus, parce que je veux professionnaliser aussi toute cette image. Pour l'instant, je suis encore très artisan, quoi. Je fais mes photos et tout. Mais là, j'ai décidé, voilà, et puis il faut que je délègue aussi, parce que je peux pas être à toutes ces tâches-là. Si moi, enfin, ça m'enlève trop de temps sur mon domaine d'expertise et celui qui est vraiment utile en fait pour les gens. J'ai un web designer qui lui, j'ai une équipe web donc qui gère le site puisqu'on est passé sur un vrai site maintenant. J'ai un designer qui s'occupe de toute la mise en page des e-books. J'ai mon monteur vidéo avec qui je vais bosser de plus en plus parce qu'en plus c'est un mec absolument génial et je veux vraiment que lui soit en charge de tout l'aspect vidéo en fait, vidéo-image. Et j'ai une assistante exécutive mais avec qui je vais arrêter là parce qu'on est allé un petit peu au bout de ce que je pouvais faire avec elle. La direction que je veux prendre demande des compétences qu'elle n'a pas. Donc, et j'ai rencontré donc une personne qui rejoint l'équipe demain. On fait notre call demain. Et là, en fait, clairement, cette fin d'année 2020, c'est la fin d'un chapitre et c'est le début d'une très belle aventure entrepreneuriale. Là, à partir de là, l'équipe va grandir avec, je pense que je vais pouvoir accueillir mes premiers salariés. Et voilà. Mais c'est vraiment une étape de ouf. Et pour ça, je me suis fait accompagner. Et ça, d'ailleurs, c'est important d'en parler parce qu'on oublie un petit peu. On a envie de faire façade et de dire non, moi j'ai tout fait toute seule. Non, cette année, j'ai décidé d'être suivie en coaching entrepreneurial. Ouais. Donc j'ai entamé une année de suivi et c'est ce qui m'a permis, là on a démarré en août, et c'est ce qui m'a permis de prendre des décisions que j'osais pas prendre parce que j'avais trop le nez dedans en fait. J'ai comme un petit hamster dans sa roue, à focaliser sur le quotidien, les tâches quotidiennes et finalement être incapable de synthétiser des idées pour faire avancer le projet. J'étais trop débordée, donc ça m'a permis de remettre les choses à leur place, finalement aussi de fermer quelques portes dans lesquelles je m'étais engouffrée parce que quand on est dans cette activité-là, dès qu'il y a un nouveau... Enfin, voilà, moi, par exemple... j'étais dans le surpartage, j'ai lancé un blog, j'ai lancé une newsletter, en plus déjà de tout ce que je faisais avant et des produits numériques que je créais. J'ai lancé une deuxième chaîne YouTube, enfin, j'étais partie dans tous les sens. Quasiment toute seule, quoi, donc à un moment donné, c'est pas possible. Donc vraiment, cette équipe-là qui me coach à l'heure actuelle, c'est pareil, c'est un élément clé. Je sais que ça va être un des éléments primordiaux du succès de mon entreprise. Donc ça, faut pas hésiter à se faire accompagner, c'est important. Du coup, toi, t'as un VGUSUS qui sort bientôt, non? Ça va être le tout dernier. Ah oui, c'est le dernier? Oui, parce que ça y est, en fait, je tourne la page, donc j'arrête les produits numériques. Je n'arrête pas du tout mon activité en ligne, mais au contraire, je veux proposer quelque chose de beaucoup plus vaste que juste des e-books. Et là, par contre, il fallait... qu'il était attendu celui-là et je pense que c'est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre parce qu'à la base je suis pas une personne ni qui ne fait des desserts et qui en mange. C'est un Vegelicious Sweets and Treats, donc juste des gourmandises, que des gourmandises. Et j'ai fait pas mal de fails, mais ce qui est cool c'est que sur celui-ci, déjà il sera très humain, Ouais, j'ai pris dans celui-ci en tout cas, j'ai vraiment voulu partager aussi des témoignages des personnes qui me suivent. Là, je vais aussi lancer une petite FAQ, je vais faire une FAQ. Je veux vraiment que ce book-là, qui va proposer plein de recettes, il soit aux antipodes de ces magnifiques blogs ou de ce qu'on voit sur Pinterest avec des recettes à tomber par terre. Alors, le but, c'est que les recettes soient tombées par terre, mais que ce soit faisable et puis...
qu'on se rende compte que ben oui, alors si la tarte aux myrtilles elle est pas exactement comme sur la photo, c'est pas grave. Et qu'il y a plein d'autres personnes qui galèrent en cuisine et c'est normal. Donc celui-ci, voilà, il y aura des témoignages, moi je raconte des souvenirs, des fails, je vais répondre à des questions, donc voilà. Ouais. Mais c'est des gourmandises. Il sort quand? Alors justement, là je suis à fond dedans. Normalement mi-octobre, fin octobre, grand maximum. Et j'avais juste une petite question sur tes guides que tu proposes pour le sport. C'est que des e-books ou bien c'est des vidéos aussi? Ah non, ouais, là il y a des vidéos. Alors effectivement il y a les e-books de recettes, les guides nutrition, enfin le meal prep guide, donc le guide du batch cooking du meal prep, c'est aussi que des fichiers, des carnets PDF. Par contre mes programmes, il y a une partie PDF et une partie vidéo. Et le Get Stronger, donc mon gros programme, et le guide nutrition, qui normalement fait partie du Get Stronger, mais qu'on a extrait, parce qu'en fait, il y a eu pas mal de demandes sur juste la partie nutrition. Tous les deux, en plus d'avoir des vidéos... Alors, le Get Stronger, moi j'ai fait toutes les séances coachées. Donc, vraiment, le but c'est que ce soit pas juste un PDF ou une démo d'exercice. Chaque séance est coachée pour que les personnes aient vraiment toutes les instructions qu'il faut. C'est hyper important. Il y a toute une bibliothèque de modules parce que l'idée c'est d'avoir cette structure de programme que j'ai conçu vraiment pour que chaque personne puisse progresser de manière équilibrée. Mais après, qu'elles puissent rajouter plein de modules comme elles veulent en fonction de ce qui leur plaît, ce qu'elles ont envie de faire. Donc il y a de la gymnastique, il y a du pilates, il y a des étirements, etc. Et après, il y a toute une partie mise à jour mensuelle avec vidéo nutrition, nouveaux modules et une nouvelle journée dans mon assiette. Parce que le Get Stronger contient aussi toute la partie nutrition. Donc voilà, le but c'est complet, hyper complet. Ouais. Voilà. Ok, si on veut s'y mettre, on... Ouais, normalement vous avez c'est bon, c'est bon. Ouais. Trop cool. Je vais te poser les 3 dernières petites questions du podcast. Donc, quelles sont tes 3 valeurs? La bienveillance, mais à grande échelle en fait. Envers soi-même, envers les autres, envers les humains, envers les animaux, envers la planète. Je crois que c'est la numéro 1. Le partage. Parce qu'on, voilà, encore une fois, on est des êtres vivants. Ce qu'on a, au lieu de le garder pour soi, tant qu'on peut, c'est important de le partager, que ce soit les connaissances, vraiment, le partage. Et en dernière, de s'exprimer. Tout simplement, en fait, d'exprimer ce qu'on est vraiment. Et parce que, ça sonne un peu bateau ce que je vais dire, mais vraiment, j'ai eu 36 ans et le temps passe tellement vite. Je sais, c'est jeune, attention, hein. C'est très jeune, mais ça passe à une vitesse folle. Et la vie passe tellement vite. Et si on passe notre vie, voilà, à se brider, à être quelqu'un qu'on n'est pas, à essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas, à avoir des interactions avec des personnes qui ne nous conviennent pas, ou à être... voilà, c'est comme un pied gauche dans une chaussure droite. Il y a beaucoup de pieds gauches dans des chaussures droites qui passent toute leur vie comme ça. Et c'est triste, parce qu'on n'en a qu'une de vie. Donc voilà, il faut s'exprimer, il faut s'exprimer. Exprimer ses valeurs, exprimer ses sentiments, c'est important. La deuxième, c'est qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te donne de l'énergie le matin? Une ice cream? Ouais, déjà une ice cream. Non, la chance que j'ai en fait, la chance que j'ai d'être exactement là où je veux être en fait. Je pense que ce qui m'a aidée, parce que moi j'ai été très longtemps avec un fond dépressif quand même. D'accord. Très très pessimiste. Et j'ai eu beaucoup de moments où justement j'arrivais pas à me lever. Et ça c'est vraiment le fait d'étudier le yoga qui m'a... Et puis mes choix aussi, qui m'a réalignée avec ce que je faisais là, quoi, en gros, hein, parce que j'étais vraiment, moi, avec dans cet état d'esprit de, de toute façon, voilà, moi je suis pas faite pour aimer la vie, quoi, clairement. Ok. Ouais. Et du coup, le fait déjà de faire quelque chose qui me fait vibrer, ça c'est important, mais l'étude du yoga m'a permis aussi de me replacer en tant qu'être vivant dans ce canevas géant qu'est la vie en fait. Ça sonne encore bateau, je suis désolée. Moi quand je l'entendais il y a quelques années, j'étais là, les hippies. Mais on est tous connectés, le vivant est connecté. Et le fait d'en prendre conscience et puis de voir ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. De voir ce qu'il y a de beau plutôt que de ne focaliser que sur ce qu'il y a de moche, c'est vraiment important. C'est pas être dans le déni, c'est juste que en plus en tant qu'humain, si on veut avoir un impact positif, si on veut que notre passage il est
apporter un tant soit peu quelque chose, c'est pas en focalisant sur le négatif qu'il va se passer quoi que ce soit. Ouais. Clairement, et c'est pas en étant capable de s'aimer soi-même, d'aimer notre vie, qu'on va être capable de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. On peut pas donner ce qu'on n'a pas de toute façon. Donc, et ça a été une révélation il y a quelques années. Et on est dans cette espèce, et ça les réseaux sociaux l'encouragent énormément, on est dans cette espèce de fond dépressif en fait, où on active un circuit de la récompense sociale en permanence avec les réseaux sociaux, où en plus on a une image complètement déformée de la réalité, et puis quand on n'est pas raccroché à ça, il n'y a plus rien derrière. Donc il faut se réancrer, il faut se reconnecter, il faut à un moment donné comprendre en fait ce qu'on est, ce qu'on fait là, et ça va bien au-delà de cette overdose de réseaux sociaux là qui façonnent notre vie et notre perception de la vie. C'est puissant en tout cas. Wow. Je sais pas d'où c'est sorti, mais voilà. J'ai aimé. Et la dernière question, c'est quel est ton plat préféré? Oh non, c'est pas gentil. Alors je vais dire, parce qu'en fait j'aime tout. Je trouve que c'est celle la plus dure du podcast à chaque fois. C'est normal, mais les aliments, justement, enfin moi je prône la diversité alimentaire parce que justement c'est dans la diversité qu'on mange le mieux. Donc, mais est-ce que je vais dire, de toute façon je peux dire qu'à peu près quasiment 99% de ce que je me fais à manger c'est mes plats préférés parce que j'adore ce que je mange, que ce soit un plat très simple ou très élaboré. Mais du coup je vais dire ce que j'ai dit à mon mec hier. Dans la cuisine, je m'en souviens très bien, c'était hier, où je disais, je crois que le riz et le houmous, en fait, c'est très bien. Je crois que c'est un de mes trucs préférés. Donc, allons-y, du riz et du houmous. Écoutez, si vous avez jamais essayé, c'est tellement bon. Juste du riz et du houmous. Mais les deux mélangés? Ouais, une assiette de riz avec du houmous dessus. Mais non. Mais c'est tellement bon. C'est hyper bon. Voilà. Ok, à tester. Je sais, peut-être tu t'attendais à des pizzas, des burgers et tout. Non, du riz, du houmous. Non, mais par exemple, tu vois, Chloé, elle m'a dit un bon curry vert, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Merci beaucoup en tout cas, Amandine. Je mettrai tes réseaux, ton site, tout ça dans la barre d'infos et dans la description du podcast. Merci à toi. Et c'était un plaisir. Et il était partagé, j'espère que j'ai pas trop parlé. Non, c'était super. Merci beaucoup. Merci.